Bonjour, bienvenue à Abidjan, bienvenue pour une interview exclusive avec le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci beaucoup d'être venu à Abidjan. Monsieur le Président, je vais commencer par une actualité dramatique, l'esclavage. Oui. En 2017, il y a des esclaves africains qui sont vendus sur le sol africain. Quelle est votre réaction? Ah non, mais écoutez, c'est une ignominie. C'est un fait, je crois, dont les auteurs doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. C'est un crime contre l'humanité. C'est inqualifiable. Je trouve cela tellement dégoûtant et tellement choquant que je considère que l'Union africaine a bien réagi, le président de l'Union africaine. Et nous n'avons pas attendu d'ailleurs ces événements. Depuis 2015, nous avons rapatrié près de 1000 personnes et nous sommes en train de faire venir à peu près 400 ou 500 autres. Et nous sommes dans ce processus parce que nous avions des informations que les Africains étaient maltraités dans ce pays. À ce point-là, arriver maintenant à l'esclavage, alors c'est une ignominie. C'est inacceptable. C'est de la faute de qui? Certains dirigeants africains disent c'est l'Europe. L'Europe veut arrêter la vase. Monsieur Perelman, je n'entre pas dans ce débat. Je crois que chacun de nos pays, nous devons déjà faire ce qu'il y a lieu de faire dans nos pays respectifs. Depuis que nous sommes aux affaires, nous faisons rentrer les Ivoiriens, pas seulement de Libye, nous allons faire rentrer du Gabon, nous allons faire rentrer d'Angola, de Centrafrique à cause de l'insécurité. Et tous les Ivoiriens qui veulent revenir en Côte d'Ivoire, nous leur disons revenez. Mais il y en a encore beaucoup qui partent en Italie, par exemple. Mais écoutez, mais si les gens essaient de partir, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les opportunités. Mais la Côte d'Ivoire, il y en a de moins en moins. Et je signale que la Côte d'Ivoire est un pays de transit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes gens viennent en Côte d'Ivoire, travaillent pendant 1 an ou 2 parce que les salaires sont plus élevés que dans les pays voisins, arrivent à économiser de l'argent et prennent la route du désert et ensuite de la Méditerranée, de l'Italie. Et quand ils arrivent, ils disent on vient de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ivoiriens. Nous nous condamnons à ce genre de pratique. Mais est-ce que vous dites quand même l'Europe confie à la Libye, qui est un État de non-droit depuis l'intervention occidentale. Je trouve que ce n'est pas mon débat, ça. Est-ce que l'Afrique est responsable? Ça, c'est peut-être le L'Union africaine a montré une position que je partage. Maintenant, chaque pays africain doit s'occuper de ses ressortissants. C'est notre première responsabilité. Donc vous prenez une part de responsabilité dans ce drame? Bien évidemment que nous prenons une part de responsabilité. Mais nos concitoyens qui sont allés également ont pris une part de responsabilité. Nous devons faire en sorte que nos ressortissants aient des emplois, que cette jeunesse se sente bien chez elle. Et puis après, on verra comment, avec l'Europe, comment avec la Libye, les autres pays, nous pouvons organiser ce problème. Mais il faut que l'ONU se prononce là-dessus. Et je suis d'accord avec le président Macron, avec le président Alpha Condé. C'est une ignominie, un fait inqualifiable, passible de la Cour pénale internationale. Je suis choqué par cette affaire. Alors, bientôt, à Abidjan va se tenir le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Tout à fait. Est-ce que cette question sera à l'ordre du jour et est-ce que vous demandez... Oui, ça c'est évident, c'est évident. Le président de l'Union africaine l'a indiqué. En tant que pays hôte, nous souhaitons que ce soit le cas, mais il ne faut pas que ce soit le seul sujet non plus. Nous avons toute la question de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ça, c'est quand même au centre des préoccupations. Le thème de notre rencontre, c'est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. C'est cette jeunesse qui part, c'est cette jeunesse qui part. Donc, il est clair que la migration, ces faits d'esclavage seront donc au centre des discussions. Est-ce que vous attendez des gestes de l'Union européenne? Vous dites qu'elle n'est pas coupable, qu'elle n'est pas responsable. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas coupable, elle n'est pas responsable. Mais vous savez, ce que les autres font, c'est leur politique. Et vous attendez un geste? Mais bien sûr, il faut que l'Europe s'ouvre. Il faut que l'Europe s'ouvre, que l'Europe fasse en sorte que ces jeunes gens, surtout quand ils sont qualifiés, donc soient à mesure d'aller faire des études, puissent faire des stages de formation, etc. Mais ne pouvons pas considérer que nos problèmes de chômage doivent être réglés par l'Europe, bon sang. Mais nous avons un taux de croissance de 9% par an depuis 5 ans. Nous avons créé près de 2 millions d'emplois.
Voici la réponse à ce problème. Notre jeunesse doit avoir du travail dans nos pays. Et nous accueillons 6 millions d'Africains sur notre territoire, sur les 24 millions. C'est montrer donc notre ouverture, mais je ne veux pas être donneur de leçons aux autres pays. Est-ce que vous attendez du concret de ces sommets? On sait que c'est important, c'est évidemment symbolique pour la Côte d'Ivoire qui a tant souffert, mais à part les beaux discours, les belles annonces, qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, d'abord, le thème du sommet, investir dans la jeunesse. Donc nous attendons de ce sommet que nous puissions dégager des éléments concrets sur les questions de l'emploi de la jeunesse, la formation de la jeunesse, l'innovation, parce que la jeunesse est très attirée par l'innovation. Qu'on discute entre nous et qu'on trouve des réponses aux questions de paix et de sécurité, ou à l'inverse, le problème du terrorisme. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances au président Al-Sisi et au peuple égyptien pour l'attaque terroriste qui vient de se développer. Mais ça, c'est un élément essentiel. Nous avons quand même dans notre région, nous avons le problème du Mali, le Burkina, nous avons quand même le Niger, nous avons Boko Haram, le Tchad, nous avons un certain nombre de pays, ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest, où ces problèmes sont réels. Dont la Côte d'Ivoire, monsieur le Président. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, l'attaque de Grand Bassam, mais en plus de cela, la question du climat. Vous êtes arrivé il y a quelques jours, nous sommes quasiment au début de l'harmattan, il ne fait que pleuvoir. Il y a un dérèglement climatique qui a des conséquences terribles sur donc, les populations, sur nos récoltes, sur les infrastructures. Donc voici des thèmes essentiels dont nous allons discuter. Est-ce que la menace terroriste que vous évoquiez, est-ce qu'il y a eu des attentats déjoués depuis l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, mais n'allons pas effrayer la population en indiquant... Non, lui dire la vérité, c'est important, monsieur le Président. Nous leur disons de temps en temps qu'il y a eu des attentats, il y a eu des possibilités d'attentats qui ont été déjouées. Depuis l'attentat de Grand Bassam, nous avons investi plus de 150 millions d'euros en équipement, en outils, en matière de renseignement pour pouvoir nous protéger. Nous avons une coopération étroite avec les pays voisins et avec les pays amis. Donc, la menace est là. Bien sûr, ce n'est pas 100% garanti, on le voit partout d'ailleurs. Parce que la situation au Mali se dégrade, il faut être honnête. Oui, c'est vrai, le Mali c'est difficile, nous avons des problèmes également au Burkina, au Niger. Bon, je me suis soulagé de voir qu'au Nigeria, ça va mieux avec les efforts du président Buhari contre Boko Haram. Mais ce n'est pas réglé, mais ça va mieux, ça va mieux. Sur les questions protocolaires de ce sommet, on sait qu'il y a eu une petite dispute sur la présence du Front Polisario là. Le roi du Maroc sera donc bien présent. Mais le roi du Maroc est chez lui en Côte d'Ivoire. Il sera présent, il sera parmi les premiers arrivés ici et nous nous en réjouissons. Ce n'est pas son premier séjour et chaque fois qu'il vient, nous le retenons pendant des semaines. Mais en ce qui concerne la participation, c'est un sommet de l'Union africaine qui invite les membres de l'Union africaine. L'Union européenne invite les membres de l'Union européenne. Je m'arrête là. Je ne veux pas rentrer un membre dans de l'Union africaine qui pourrait aussi poser problème, c'est le président du Soudan, Omar al-Bashir, inculpé pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Oui, non, le président du Soudan, avec qui je suis en contact, m'a dit qu'il désignait son vice-président pour le remplacer. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, parce que ça aurait pu être un problème. Il n'y a pas de problème puisqu'il ne vient pas. Vous lui avez demandé de ne pas venir? Non, je ne lui ai pas demandé. C'est un ami, je le connais depuis le Fonds monétaire international. Et il a compris. Nous avons d'excellentes relations. Il m'a dit, non, mais mon cher ami, mon cher frère, je vous envoie mon vice-président. Le Zimbabwe, Robert Mugabe, 37 ans de règne, il a finalement démissionné contre une immunité, remplacé par son vice-président, Emmerson Mnangagwa. Est-ce que c'est un bon coup d'État? Vous savez, mieux vaut tard que jamais. Le président Mugabe est parti. J'avais indiqué en début de semaine que je considérais qu'il devait être traité avec dignité. Il a décidé de partir et je considère que c'est une bonne chose pour le Zimbabwe et pour le peuple de Zimbabwe. Mais ça reste un coup d'État quand même. Je n'ai pas de qualification à donner. Je considère que le plus important, c'était un dénouement sans violence. Et c'est ce qui s'est passé et je m'en réjouis. Et je m'en félicite. Mais il y a l'avenir. Il faut qu'il y ait des élections. Ah oui, non, mais ça me paraît... Sous supervision internationale, y compris de l'Union africaine. Ça, c'est comment dirais-je, les autorités du Zimbabwe qui doivent décider de cela. S'ils veulent une supervision internationale ou pas, c'est tout de même un pays souverain.
Maintenant, il faut des élections transparentes et crédibles. C'est ce qui est le plus important. Et que tous les candidats puissent se présenter et que l'opposition puisse avoir voix au chapitre, à la presse, etc. Et que les choses se déroulent de manière transparente et acceptable par tous. Ça vous choque qu'on ait donné une immunité à Robert Mugabe plutôt? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Parce que ça a été un débat, évidemment... Mais c'est le droit zimbabwéen. Si on dit qu'un président qui démissionne a droit à des immunités, mais pourquoi les priver? Pourquoi priver Robert Mugabe de cette immunité, puisqu'il a démissionné? Il pourrait être poursuivi par une justice internationale, par exemple. Mais si la justice internationale estime qu'il y a des faits qui lui sont reprochés, je crois que l'on verra avec le temps. Mais je vous signale qu'il a 93 ans tout de même. Le Togo, là aussi, oui. il y a une crise. Vous avez reçu il y a quelques jours le président Faure Gnassingbé. Il a appelé un dialogue, mais il a dit, pour dialoguer, il faut être deux. L'opposition dit, oui, c'est vrai, il faut être deux. Est-ce que vous êtes optimiste sur la tenue d'un véritable dialogue pour sortir de la crise? Nous les encourageons à dialoguer. Il faut éviter la violence. C'est notre concept. C'est vraiment ce qui caractérise la Côte d'Ivoire, sauf les 10 années où nous avons eu des difficultés. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue, un pays de paix. Et c'est ce que nous souhaitons donc au Togo, que ce soit le dialogue, les négociations, qui fassent en sorte que le processus reprenne, qu'il y ait des élections transparentes, démocratiques, et que le meilleur gagne et puisse gérer le Togo. Le meilleur pourrait être Faure Gnassingbé. Vous pensez qu'il pourrait se représenter? C'est le choix du peuple togolais qui nous importe. Et je crois que je suis optimiste. Je veux en venir au Burkina Faso. L'ancien président Blaise Compaoré est ici. Il s'est pour la première fois depuis son exil exprimé par communiqué pour nier toute collusion avec les djihadistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais il m'a envoyé copie de ce communiqué et je considère que c'est son droit de dire ce qu'il considère comme étant acceptable ou pas acceptable. Et vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? La Côte d'Ivoire est un pays de liberté. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je n'ai pas de jugement à apporter. Je dis que la Côte d'Ivoire est un pays de liberté. Bien sûr, il y a une obligation de réserve. Il l'a respecté de manière stricte depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Y compris là? Mais y compris là, bien sûr. Je vais en venir à l'enquête sur le putsch manqué au Burkina Faso. Il y a eu dans la presse récemment des extraits du réquisitoire du juge qui dit que votre chef d'état-major particulier, le général Diomandé, aurait versé de l'argent, voire des armes, aux putschistes. Et que donc, comme c'est votre chef d'état-major particulier, vous êtes au courant. Quelle est votre réaction à ça? Je ne suis au courant de rien de cela et je suis sûr que mon chef d'état-major n'est pas mêlé à cette affaire. Donc vous niez... Je ne crois pas à tout ce qui s'écrit dans la presse et dans certains médias, croyez-moi. Donc vous niez toute responsabilité. Nous avons les meilleures relations avec le Burkina. J'ai les meilleures relations personnelles avec le président Roch-Marc Christian Kaboré et les choses se passent très bien. Nous avons fait le traité d'amitié et de coopération en juillet dernier. Nous continuerons dans cette voie. Les deux pays doivent vivre en parfaite harmonie et en paix et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Je vais revenir rapidement à quelques petites questions sur la Côte d'Ivoire. Vous avez récemment rencontré Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Il était parti pendant quelques mois. Il y a eu beaucoup de tensions entre ses partisans et vous. Est-ce que tout est réglé entre vous? Pas ses partisans et moi. Je suis quand même le chef de l'État. Je suis au-dessus de toutes ces mêlées, moi. Je vous avais dit, j'ai rencontré Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Rencontrer un président d'institution, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais il y a quand même des tensions entre vous. Il y a eu cette cache d'armes trouvée chez son directeur de protocole au moment des mutineries, des accusations peut-être de lien entre lui et les mutins au mois de mai. Je ne crois pas à tout ce que je lis dans la presse. Non, mais là, ce n'est pas la presse, là, c'est quelqu'un qui est emprisonné. La justice est en train de faire son travail. Je suis donc bien placé pour dire que je ne dirai pas un mot sur les dossiers de justice. Donc tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi? Tout le monde se pose la question, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il y avait un désordre. Oui. Non, mais écoutez, bon, à ce moment-là, je vous dis, tout est rentré dans l'ordre. 2020, prochaine élection présidentielle. Vous n'allez pas vous représenter? Non, a priori, je ne le ferai pas. A priori? Mais a priori, parce que il est clair que nous avons une constitution qui m'aurait
autorisé à le faire si je le souhaitais. Et je ne suis pas pour la limitation des mandats dans les différentes constitutions. Je l'ai fait savoir à l'occasion de la modification constitutionnelle au Rwanda. Mais ceci étant, j'ai ma propre position. C'est une décision personnelle. Et je vous dis que c'est très important que les pays africains aient la limitation des mandats. Mais la durée de la limitation dépend de chaque pays et des circonstances. Quand vous dites a priori, vous pourrez me dire c'est non définitif. Donc là, ce n'est pas un non définitif. En politique, on ne dit jamais non. Mais ceci étant, je me suis déjà prononcé sur cette affaire. Mais ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que je vous repose la question. Oui, mais donc attendez 2020, vous connaîtrez ma réponse en ce moment-là. Donc vous réservez votre réponse. Si vous voulez le dire ainsi, faites-le. Juste sur la question de la réconciliation, vous avez dit que vous n'enverrez plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. Vous maintenez? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je suis de ceux qui pensent que les pays africains qui sont à la CPI, ils sont allés donc de manière libre et volontaire. Et il n'y a pas de raison donc de prendre une décision de l'Union africaine pour les obliger à quitter la Cour pénale internationale. Maintenant, chaque pays prend des décisions souveraines. Et nous, notre décision, c'est que nous n'enverrons plus personne à la Cour pénale internationale parce que notre justice est maintenant à même de juger nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview exclusive du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, depuis Abidjan.